Euh, alors un petit utilitaire, un petit exemple de ce qu'on peut faire avec une base Linux. Chez moi, j'aime bien monitorer un petit peu ma connexion chez moi, savoir ce qui se passe. Un petit Raspbian installé en mode console, un Raspberry allumé H24. Un Raspberry allumé H24, ça fait 6 € d'électricité par an. C'est pas spécialement très consommateur. Un petit script shell que je fais tourner en tâche cron, tout simplement pour mesurer ma bande passante, mon upload, mon download, mon ping. Je fais tourner ça en tâche cron toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, je regarde à quelle vitesse ma connexion tourne. Je mets tout ça dans une base de données MySQL. Et puis derrière un service Apache, c'est-à-dire un serveur web qui tourne, qui va aller questionner la base de données et m'afficher les graphiques de ma consommation. Et j'ai aussi un petit uptime de mon Raspberry, c'est-à-dire le nombre de temps depuis quand il n'a plus été redémarré. Donc voilà, pour les graphiques, ceux que ça intéresse, j'utilise Chart.js, qui est très efficace. Donc voilà, petite ligne de code pour l'uptime. Les codes sont disponibles sur mon Gist, on mettra tout ça sur le site web, il n'y a pas de souci. Alors d'autres gens ont fait des applications aussi très intéressantes. Entre autres ici, le Home Dash Screen. Alors ce n'est pas moi, je le dis tout de suite. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant, qui permet d'avoir en affichage, dans ce cas-ci, l'heure, la météo, monitoring de ce qui se passe sur le réseau. Le NAS, le serveur TeamSpeak qui est connecté, monitoring de la bande passante. Et d'afficher tout ça sur un écran allumé en permanence. Ça peut être intéressant en entreprise d'avoir ça comme écran d'accueil. Ce genre de truc, ça marche très bien. C'est ce qui se passe sur le réseau avec les dernières news de l'entreprise. Le NAS, le serveur TeamSpeak qui est connecté, monitoring de la bande application. Et d'afficher tout ça sur un écran sur un Raspberry, c'est un OnCloud. Ça peut être intéressant. Ce qui permet d'avoir un équivalent d'accueil de Dropbox, etc. Ce qui se passe sur le réseau avec les dernières systèmes de stockage d'informations et d'avoir les informations chez soi. Notre application et d'afficher tout ça sur un Raspberry, c'est un OnCloud. Ça peut être intéressant. Ce qui permet d'avoir un équivalent chez soi avec sa propre sécurité. Ce qui se passe sur le réseau avec les systèmes de stockage d'informations et d'avoir les informations chez soi. Notre application et d'afficher tout ça sur un petite parenthèse sur ça peut être intéressant. Ce qui permet d'avoir un équivalent chez soi avec sa propre sécurité. Ce qui se passe sur le réseau avec les systèmes de stockage d'informations et d'avoir les informations chez soi. Notre application et d'afficher tout ça simplement un petite parenthèse qui fournit une image, ça peut être intéressant, ce qui permet d'avoir un équivalent chez soi avec sa propre sécurité. Ce qui se passe sur le réseau avec les systèmes de stockage d'informations. On l'insère dans un port du Raspberry, on met une clé vierge dans le deuxième port et le Raspberry va copier de la clé infectée vers la clé propre en mettant certaines protections, désactiver les fichiers exécutables, les fichiers script, etc., les noter comme dangereux, etc. C'est quelque chose de très très pratique, et bien sûr tous les fichiers inoffensifs, il va les copier tels quels. Un fichier image, il copie. Ça permet de pouvoir sécuriser une clé USB sans prendre trop de risques. Ça marche très bien en entreprise. Oui, alors on va passer plus au gros projet. Je vais vous montrer. Tu veux passer avant ou je passe le camion tout de suite? Oui, ok. Alors, on va passer à mon collègue. On reviendra sur le projet du camion juste après. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions jusqu'à maintenant sur la partie plus ou moins théorique? Non? Bon, très bien alors. Le Raspberry, c'est 35 $. Alors il faut savoir qu'il est fourni sans alimentation, sans carte mémoire, sans boîtier. En gros, ce que vous recevez, c'est ça. Il faut rajouter à ça, en fonction de ce dont vous avez besoin, ce dont vous voulez, rajouter un écran, rajouter une alimentation. Alors une alimentation, je n'en ai plus de stock, c'est simplement une alimentation par un micro USB. Donc on peut très bien alimenter par le port USB dans l'ordinateur, ça marche très bien. 700 mAh recommandé.
pour les versions classiques, on va dire. Si vous commencez à utiliser les GPIO, etc., 2 ampères recommandé. Après, voilà, port USB, clavier souris, voilà. La seule chose qui est vraiment requise, c'est la carte mémoire et l'alimentation, qui ne sont pas fournis avec. Ils vendent des kits complets pour une cinquantaine d'euros. Raspberry 3, Voilà. Une démo électronique. Tu prends le micro? Alors, au niveau électronique, quel est le niveau à peu près dans la salle? Qui connaît 0? Moi, je connaissais 0 il y a 1 an. Je ne savais même pas la différence entre... ce que c'était des ampères. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc voilà, ça va être un petit atelier assez fun. On va un petit peu faire de l'électronique pour découvrir un petit peu comment fonctionnent les courants et qu'est-ce que c'est une résistance, qu'est-ce que c'est une LED. Je vais commencer là-dessus. Et vraiment, c'est des petits projets, c'est même encore plus simple que ce qu'on a vu tout à l'heure avec Nicolas. On part vraiment de zéro, et avec le GPIO, on fait clignoter des LED, on appuie sur des boutons, c'est aussi simple que ça, mais c'est fun et on apprend des choses. Alors pour commencer, en électronique, en général, on a ça s'appelle une breadboard, enfin, je ne sais pas quel est le terme exactement en français, et ça permet donc de faire des petits montages sans soudure. Et en général, on met l'entrée électrique en bas, et sur la ligne là, et on met la masse dans l'autre ligne qui est en dessous. Et ici, ils sont connectés à la verticale, les petites entrées. Et comme ça, on va brancher des câbles, des LED, des choses comme ça. Alors, j'ai préparé mes petits sachets pour les différentes démos. Et là, en fait, ce que ça a donné à la fin de mes petits tests, ça a donné à peu près ça. Je mettais tout ça sur ma breadboard. Bon, ici, on va faire 4 petites démos. Et on vend en général sur Internet des petits kits qu'on trouve, je sais pas, pour quelques dizaines d'euros. Ici, vous avez un détecteur de mouvement, vous avez plein de câbles pour pouvoir brancher sur le breadboard et brancher sur le GPIO du Raspberry. Vous avez quelques résistances, des LED, des condensateurs. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, ils appellent ça un pi-rouleur, il me semble. C'est une petite règle qui va vous permettre de vous souvenir à quoi correspondent toutes les différentes entrées et sorties de votre Raspberry Pi. Parce que bon, vous le branchez, vous le mettez, vous posez directement dessus, et puis ça vous permet de vous rappeler directement, ça vous évite de vous tromper. Et vous avez les principales commandes en Python qui sont rappelées en bas. Alors. Donc ça, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Donc vous avez l'entrée qui est en 3 volts 3 et vous avez aussi du 5 volts. Il faut savoir pourquoi du 5 volts, parce que là vous êtes connecté directement sur le 5 volts qui vous fournit l'alimentation du Raspberry Pi. Et entre temps, il y a un petit fusible en fait qui fait que ça va vous couper le courant si vous faites une mauvaise manipulation. Vous pouvez également, il y a d'autres endroits où vous pouvez vous brancher pour récupérer le SynVoc dans le Raspberry Pi, mais ça court-circuite le fusible. Donc là, ça risque vraiment de griller le Raspberry Pi si vous le branchez. Il me semble qu'il y a d'autres endroits mais bon, c'est vraiment de l'électronique poussée, c'est un peu avancé. Tout ce qui est GND, c'est la masse. Donc l'entrée, sortie, il vous faut minimum ces 2 pins à brancher là. Et en fait, tout le reste, il n'est pas en 5 volts, il est en 3 volts 3. Et ça, ce sont des entrées que vous pouvez piloter, parce que celle que vous avez en 5 volts, vous ne pouvez pas la piloter. Et on verra que ça a son importance dans l'enceinte connectée que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on va continuer. Donc on va commencer le premier test par brancher sur le breadboard, ici. Alors,
déjà, on va brancher le... C'est quoi? C'est le 3 volts. C'est le 3 volts 3, bah ça suffit pour brancher une LED. Et même c'est même trop parce qu'au niveau intensité du courant, on est sur du 20 mA, quelque chose comme ça. Et une LED, ça a seulement besoin de 5-10 mA, quelque chose comme ça. Et donc il faut mettre il faudra mettre une petite résistance pour absorber justement l'intensité que vous avez en trop. Sinon vous allez la griller, la LED. Alors, 1, 2, 3, 6 et 7. Alors, je prends... Hop là. Ici, on a la breadboard. Et comme ça. Et ici, c'est le GPIO. Est-ce que, Yves, tu veux venir tenir la tablette pour que je fasse le montage? Par contre, tu es devant l'écran. Ça va mieux? Ah non, ça va pas. Voilà. Ah, super. Donc là, on le branche, le pin ici, sur le 5 volts du Raspberry Pi qui est allumé, vous voyez. Je sais pas si c'est super recommandé, mais j'ai fait les tests et ça marchait. On verra si on le grille. C'est le mien, c'est pas grave. Ouais, c'est comme c'est pas grave. Je passe après. Alors, et la masse, c'est sur le 3e, si je dis pas de bêtises. Tu me dis, hein. Donc, en fait, maintenant, sur le breadboard, va sur la breadboard, vous avez, donc sur toute la ligne qui est ici, toute la ligne qui est là, elle est alimentée en positif, et celle qui est en dessous, elle est alimentée en négatif. Donc ça va vous permettre de mettre en place des petits montages. Alors, tu tiens. Maintenant, je vais sortir mon petit sachet pour mon montage numéro 1. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est une LED. LED. Vous pouvez parler, hein. Ouais. Donc la plus longue, c'est le positif ou le négatif? Positif. Ouais, ça. Alors, et j'ai deux petites résistances. Une que je vais positionner, donc comme j'ai dit, pour absorber le trop d'intensité que j'ai. Ok. Alors. Donc en fait, autre chose, le plus, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Pour l'instant, je vais utiliser l'électricité que me fournit le port entrée-sortie, parce que l'électricité que me fournit le signal, ça suffit pour alimenter la LED. Je ne vais pas me brancher sur le 5 volts maintenant. On le fera sur d'autres tests. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est sur le 6e ici que je mets le premier. Et ça, c'est le 7e. Ok, je vais en brancher deux là. Après, maintenant je peux mettre ma LED que je vais connecter au plus. Alors, on met bien le plus, on vérifie. La longue, c'est le plus. La longue, c'est le plus. Ok. Et pourquoi donc je la connecte pas à la masse, le négatif de la LED? Pour pas la faire péter. Parce que sinon, elle prendrait trop de courant. Elle prendrait trop d'intensité. Donc je prends une petite résistance qui va me permettre de relier le négatif de la LED jusqu'à la masse. Hop là. On voit bien là ce que je fais? Peut-être. Peut-être. Oui. Donc au niveau montage, je pense qu'on est bon là. Ça va pas mal. Des questions jusque-là? Ça va, c'est assez simple pour l'instant. Ça va, ouais. Alors en fait, je vais les mettre devant. Ouais, on va faire comme ça. Donc maintenant, on va se connecter en
en mode console sur le Raspberry Pi, s'il veut bien. Alors, comme l'a montré Nicolas, on utilise du Python pour pouvoir piloter les entrées-sorties. Alors, ouais. Alors ce petit tuto, il faut lancer. Donc je vais commencer. Donc c'est le 3e qui s'appelle Blink Forever. Et alors pourquoi est-ce qu'on fait un sudo? À quoi sert la commande sudo en Linux? Pour passer en administrateur. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas lancer ma commande en administrateur? C'est parce que l'utilisation du GPIO est limitée à l'administrateur. Ce serait poser trop de risques de laisser les utilisateurs y accéder. Donc ils ont fait le choix de mettre cette protection. Alors... on va y arriver. Yes. Alors, les photos. Non, c'est bon. Je suis là. Ouais. Magique. Alors, on va regarder un petit peu le code maintenant. Comment il fonctionne le code? La première ligne, donc ça c'est normal, c'est pour lancer Python. On importe la librairie spécifique pour le GPIO qu'on a installé dans le système avant. Ensuite, on a GPIO.setMode qui permet d'activer... en fait, il y a différentes façons de nommer tous les pins dans le GPIO. Il faut activer le mode BCM pour que ce soit ce système de nommage bien précis. Bon. Tu connais quel d'autres systèmes de nommage il y a? Il y a deux gros principes d'adressage. C'est soit on appelle la pin par son nom, GPIO dans ce cas-ci, GPIO 17, soit par sa position sur le connecteur. C'est les deux méthodes principales. Il en existe d'autres. D'accord. Ici, ce qu'on fait, c'est que on clean up, c'est pour rafraîchir tout ce qui est information liée à l'entrée-sortie. On désactive des warnings. Ça, je ne sais pas quel est le warning. Est-ce qu'on a des warnings pas spécifiques? Bon, je fais ça par habitude. Ensuite, il faut configurer en fait les ports si on veut de l'entrée ou de la sortie. Comme on verra tout à l'heure avec les boutons, on fera de l'entrée de l'information, mais là, ce qu'on veut, c'est envoyer de l'électricité. Donc, il faut les configurer en out. Donc, ce qu'on fait, c'est que ensuite, on peut, une fois que c'est configuré, une fois qu'on a appelé la méthode setup, on peut utiliser la méthode output pour pouvoir définir s'il y a de l'électricité qui est envoyée ou pas. Voilà. Donc, le code là qui fait clignoter les LED, il est un petit peu plus compliqué parce que ça les fait les clignoter justement. Mais si on exécute le code qui est à l'écran là, ça allume juste. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est l'anniversaire de ma femme demain. On va passer au deuxième petit tuto. Alors. CTRL C. Génial. Tu veux faire la pause? On va faire la pause. Ouais. Ça vous dit de faire une petite pause avant les prochaines démos? Comme ça vous reposez un petit peu, prenez un boire et puis on commence. Le bar est ouvert. Ouais. On a de la bière, il est arrivé, on a tout ce qu'il faut. Merci. Il y avait des embouteillages. Pas que j'ai embouteillé les bières. T'as embouteillé les bières?